À minuit 23 le 6 octobre 2025, deux boules de feu éclatantes ont déchiré le ciel nocturne au-dessus de l'aérodrome de Saki, dans la Nova Rivka, sur la côte occidentale de la Crimée. Cette seule image visuelle marquait le début d'une opération conçue pour faire bien plus que simplement effrayer la nuit. C'était la note d'ouverture d'une frappe délibérément planifiée, guidée par le renseignement, destinée à paralyser le réseau logistique russe dans le sud en détruisant le terminal pétrolier maritime de Fidochia et les nœuds associés qui alimentaient et faisaient avancer les formations blindées, les forces aériennes et les plateformes navales de frappe. Ce qui s'est déroulé cette nuit-là n'était pas une attaque spontanée. Il s'agissait d'une chorégraphie d'engins sacrificiels, de guerre électronique synchronisée et de guidage terminal précis, exécutée pour exploiter les réactions doctrinales du défenseur. L'opération a commencé par un SM conçu pour être vu et pour attirer les tirs. 63 véhicules aériens sans pilote et 3 drones missiles se sont approchés de la Crimée depuis plusieurs vecteurs. La majorité étaient délibérément de petits leurres à faible coût, dont l'objectif était économique et formationnel plutôt que destructif. 48 de ces drones étaient des UAV leur produits en masse à grande vitesse, avec des structures composites simples destinées à absorber l'énergie radar et à être consommées. Des drones commerciaux modifiés et des plateformes à sens unique réutilisées, comme le vieillissant UJ-22, faisaient également partie de la première vague. Leur tâche était simple, saturer les défenses aériennes russes, forcer l'utilisation d'intercepteurs, surtout, obliger le système intégré de défense aérienne russe à se révéler en temps réel. Lorsque les vagues de drones sont arrivées au-dessus de la péninsule, le commandant du système de défense aérienne intégré de Crimée, le lieutenant-général en charge, a donné l'ordre prévisible, engager toutes les cibles. Les batteries S4 Sense, les systèmes pensés S1 et les unités Torma ont lancé des intercepteurs illuminant le ciel nocturne. Chaque missile lancé était exactement le résultat que souhaitait l'Ukraine. Un missile américain ou russe coûteux gaspillé sur une plateforme jetable bon marché. Et chaque lancement a généré des signaux exploitables, cartographiant les fréquences radar d'engagement du défenseur, les temps de réaction et la géolocalisation. Chaque destruction était stratégiquement une perte pour la Russie. Chaque missile tiré donnait à l'Ukraine une image plus claire des prochains points à frapper. Avec les défenses de bas et moyen niveau occupées à brûler des missiles sur les leurs, les corridors se sont ouverts pour les principales unités de frappe. Depuis une zone de lancement secrète près d'Odessa, les éléments les plus meurtriers ont commencé un transit d'environ 300 km vers la Crimée. Le mélange principal comprenait 2 drones missiles lourds Peklo équipés d'environ 120 kg de charge explosive chacun, 4 drones UJ-26 bobés à sens unique transportant chacun environ 50 kg, et 4 plateformes AQ-400 transportant environ 30 kg chacune. Des AQ-400 supplémentaires ont été lancés près du front de Kherson pour converger sur l'objectif. Les planificateurs ont simultanément exploité les différences de vitesse et de portée comme outil de synchronisation. Les Bobers, volant à environ 200 km/h, nécessitaient près de 2 heures de transit. Les missiles Peklo, capables d'environ 700 km/h, couvraient la même distance en 35 à 40 minutes. En lançant les Bobers plus lents d'abord et les Peklo plus rapides ensuite, les contrôleurs ukrainiens ont synchronisé les fenêtres d'arrivée pour que les systèmes disparates convergent sur les objectifs en quelques secondes seulement. Les tactiques d'approche ont été choisies pour vaincre les radars en ligne de vue. Les paquets de frappe avançaient à très basse altitude au-dessus de la mer, entre 30 et 50 mètres. À ces hauteurs, les radars de surveillance longue portée, comme le 91 N6 Big Bird associé au complexe S4 Sense, étaient pratiquement aveugles en raison de la courbure de la Terre. Alors qu'ils contournaient l'horizon radar, un système de guerre électronique KU-4 a établi une bulle de brouillage destinée à aveugler la navigation par satellite. Les munitions guidées par GPS classiques auraient été vulnérables, mais les plateformes attaquantes étaient préparées. Leurs ordinateurs de vol ont rejeté les données GNSS corrompues et sont passés à un système de navigation inertielle utilisant des gyroscopes laser à anneaux et des accéléromètres de haute précision. Cette guidance INS résiliente a permis aux drones de maintenir leur trajectoire avec une précision millimétrique tout en volant, aveugle, transformant une attaque électronique destinée à les arrêter en un problème anticipé et résolu. Avant de frapper le terminal lui-même, une interdiction de soutien était nécessaire pour couper l'artère de distribution de Fidochia et supprimer les défenses critiques. Une première frappe chirurgicale a ciblé le nœud ferroviaire de Yazovski, l'axe ferroviaire transportant le carburant du terminal vers les unités de première ligne. 3 UAV AQ-400 avec des charges perforantes de 30 kg ont frappé ce nœud. L'un a touché le bâtiment administratif et le centre de signalisation, dégradant le commandement et le contrôle, tandis que les 2 autres ont endommagé les aiguillages, coupant physiquement la ligne. L'attaque n'a pas produit de grande conflagration, mais a atteint son objectif. Le flux ferroviaire a été interrompu et la distribution vers le sud bloquée. Simultanément, un autre paquet a frappé un dépôt de munitions lié à la 18e armée de forces combinées qui approvisionnait les fronts de Kherson et Zaparizhia. Ce paquet comprenait 4 UJ-26 Boer avec des charges plus lourdes de 50 kg et un missile Piccolo.
Les Boers ont franchi les défenses périmétriques à basse altitude et pénétré dans les bâtiments de stockage, tandis que le Peklo a utilisé un guidage terminal basé sur l'imagerie satellite préchargée pour viser les piles les plus denses de munitions. Le résultat fut catastrophique. Des explosions secondaires ont détruit des centaines de tonnes d'artillerie, de roquettes multiples et de munitions de défense aérienne, produisant un feu apocalyptique et une onde de choc ressentie à 4 km. En une nuit, un dépôt qui soutenait les formations de première ligne a été pratiquement vaporisé. Le fer de lance de l'opération s'est ensuite concentré sur le terminal pétrolier maritime de Fidochia, le cœur stratégique de l'approvisionnement en carburant de la Crimée. Le paquet de frappes assigné à cet objectif comprenait 10 plateformes, 4 AQ-400 sites avec charge de 30 kg, 4 UJ-26 Boer avec 50 kg et 2 missiles Peklo avec 120 kg chacun. Les points visés étaient les réservoirs de stockage du terminal, des cuves blindées dont la destruction provoquerait des incendies secondaires catastrophiques et des réactions en chaîne. À l'approche du terminal, les systèmes de bas niveau comme le Pansé S1 ont engagé. Un rapport indique qu'une batterie Pansé a verrouillé un bobet et lancé un intercepteur 57-6, capable de vitesse proche de 4780 km/h. Pour l'opérateur Pansé, l'engagement semblait réussi. Mais le radar du bobet survivant a détecté le verrouillage et déclenché une mini-guerre électronique à bord qui a perturbé l'image de ciblage. Simultanément, de nouvelles cibles ont surgi sur l'écran tactique. Les algorithmes de priorité ont faibli sous la prolifération soudaine de retours. Le résultat, attrition parmi les attaquants. Un site et 2 Boers ont été perdus, mais suffisamment de plateformes ont percé pour exécuter la destruction du terminal. La frappe sur les réservoirs a été délibérément séquencée pour vaincre l'armure et induire l'ignition secondaire. Un AQ-400 site a d'abord pénétré un réservoir pour en affaiblir la structure. Une seconde site et un Peklo ont frappé le même point, saturant la structure jusqu'à sa rupture et son inflammation. Un schéma quasi identique a détruit un deuxième réservoir, déclenchant une explosion massive secondaire. La chaleur, l'onde de choc et les fragments ont entraîné l'échec d'un troisième réservoir. Au total, le terminal a reçu plus de 500 kg d'explosifs précisément livrés sur les points principaux. La réaction en chaîne a produit un incendie catastrophique. Vers 2h30, l'incendie de Fidochia était visible à des dizaines de kilomètres et confirmé par imagerie satellite thermique. Les premières explications officielles ont tenté un déni plausible, accident industriel, électricité statique, erreur humaine. Ces explications ont rapidement été infirmées par 3 lignes de preuves convergentes. Les communications précipitées au sein du ministère russe de la Défense, les agences de presse internationales rapportant un incendie majeur à Théodosie, ainsi que les données thermiques et optiques satellites enregistrant plusieurs feux importants et soutenus, ont clairement montré qu'il s'agissait d'une frappe cinétique et non d'un accident industriel. Les impacts opérationnels et stratégiques ont été immédiats et systémiques. Fidochia n'était pas une simple installation de stockage. Le terminal avait une capacité d'environ 250 000 tonnes lorsqu'il était plein. Cet inventaire fournissait du diesel aux unités blindées, du carburant pour avions d'attaque et de soutien aérien, ainsi que des carburants marins lourds nécessaires aux missiles de croisière et aux opérations navales. Une seule journée de perturbation dans ce hub pouvait réduire l'efficacité opérationnelle d'une brigade blindée, limiter les sorties des régiments aériens et contraindre les plans de patrouille et de frappe de la flotte. L'attaque a également mis en évidence la vulnérabilité duale que présentent les systèmes logistiques modernes. Les pipelines et installations de stockage qui alimentent les formations blindées soutiennent également la vie civile. La frappe a transformé une situation de carburant déjà fragile en Crimée en un effondrement. Même avant l'attaque, environ la moitié des stations-service de la péninsule étaient signalées comme à sec après que le terminal a été rendu inutilisable. Le rationnement du carburant a commencé à affecter civils et forces d'occupation. Les chars, transports de troupes blindées et camions logistiques sont restés immobilisés dans les dépôts. Les horaires de déplacement ont été perturbés et le rythme des opérations de première ligne a ralenti. Pour la population civile de Crimée, la frappe a rendu la guerre tangible et concrète. Longues files d'attente pour l'essence, hausse des prix alimentaires et sirènes d'alerte aérienne persistantes ont créé un climat de panique et de pénurie. Au-delà de la logistique, l'opération a eu des effets réputationnels. Depuis des années, la Crimée était présentée dans les communications officielles comme fortement défendue et presque imprenable. La frappe a brisé ce récit. La fermeture de l'espace aérien dans plusieurs régions russes et les coupures d'électricité signalées dans des villes comme Belgare ont montré au public national que le conflit s'étendait. L'incendie des dépôts, visible à des dizaines de kilomètres et confirmé par satellite, a envoyé un message clair. Aucune défense n'est infaillible lorsque l'asymétrie des coûts et la ruse doctrinale sont combinées. D'un point de vue analytique, l'opération a révélé une vérité stratégique sur la guerre asymétrique moderne. L'attrition économique des systèmes défensifs coûteux avec des outils offensifs bon marché peut réordonner les équations de coûts et les cycles de décision. Un seul missile intercepteur S-4 Sense coûte plusieurs ordres de grandeur plus cher que les dizaines de milliers de dollars nécessaires pour produire un UAV jetable.
En forçant le défenseur à épuiser ses intercepteurs, l'attaquant convertit la quantité en un atout informationnel. Chaque émission radar et chaque lancement de missile est une source de renseignement. Techniquement, l'opération a également montré que le brouillage GNSS peut être contourné lorsque les systèmes d'attaque sont conçus avec une résilience INS et un guidage terminal de haute précision. La bulle de brouillage KUCA a tenté d'aveugler la navigation par satellite, mais les systèmes d'inertiel intégrés et l'imagerie préchargée ont permis aux missiles Peklo de localiser les piles de munitions les plus concentrées et aux drones Boer et SID de frapper leurs cibles même en l'absence de GPS. La combinaison d'avionique moderne, de gyroscope laser et de guidage terminal a compensé le brouillage et transformé un avantage défensif prévu en vulnérabilité opérationnelle pour le défenseur. Les attaques Knight n'étaient pas un succès tactique isolé. Elles constituent une étude doctrinale. Les stocks de munitions de la 18e armée ont été catastrophiquement réduits, la distribution ferroviaire a été coupée au point critique et le principal hub pétrolier maritime de la péninsule a été consumé par le feu. L'attrition économique des stocks de missiles russes et le choc politique de voir des infrastructures supposément surbrûlées en Crimée obligeront à une réévaluation de la doctrine de défense aérienne et de l'allocation des ressources. L'opération a démontré que des systèmes sans pilote bon marché, intégrés à la guerre électronique et au guidage terminal par imagerie, peuvent produire des effets stratégiques qui nécessitaient auparavant des plateformes coûteuses ou des frappes massives. Au matin, plusieurs sources de confirmation se sont rejointes. Les messages officiels russes reconnaissant discrètement les engagements, les rapports internationaux indépendants et les données thermiques satellitaires convergent vers la même conclusion. L'opération a atteint ses objectifs principaux. Dégrader la logistique, détruire les stocks et forcer une réévaluation doctrinale et matérielle sur la manière dont les défenses stratifiées répondent aux attaques à faible coût mais à forte valeur informationnelle. Pour les forces ce soir-là, le succès ne se mesurait pas au nombre d'UAV récupérés, mais aux perturbations causées et aux cibles atteintes. Pour les défenseurs, le succès aurait nécessité une interception à 100% de ces menaces hétérogènes, un standard qu'ils n'ont pas atteint. Cette opération sera étudiée comme un modèle d'intégration de la tromperie, de l'économie de l'attrition, de la résilience du guidage et de la précision des effets terminaux. Elle constitue une démonstration moderne de la philosophie de la guerre asymétrique, où l'expandabilité, le timing et l'exploitation de l'information sont les armes décisives. Les cibles mentionnées dans ce récit Seki, Katcha, le dépôt de la 18e armée, le nœud ferroviaire Ivaz de Skaya et surtout le terminal pétrolier maritime de Fodosia, sont réels. Les attaques ont eu lieu au moment décrit. Le récit opérationnel présenté ici est tiré d'une analyse technique des signaux officiels et open source, d'images sociales et de confirmation satellite. Ce qui s'est passé en Crimée dans la nuit du 6 octobre n'était pas simplement un raid tactique. C'était un coup stratégique qui a réécrit les calculs sur l'ensemble du théâtre sud.